Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 145e épisode de Finances fondamentales. Vraiment content d'être avec vous ce matin pour vous faire la synthèse du livre Becoming Your Own Banker de Nelson Nash, écrit en 2009, la 5e édition. Avant ça, je veux remercier les nouvelles personnes abonnées du mois: Daou, Nomad Nest, Romain, Sam, Marc-Antoine, Martin, Valérie, PC, Yannick, Eric et plusieurs autres personnes anonymes. On est rendu à 153 abonnés, c'est le chiffre le plus élevé depuis le début que cette option-là est accessible, et tout ça en plein été. Merci aussi pour les dons là, de Pascal et d'une autre personne anonyme. Donc, c'est vraiment apprécié de soutenir le podcast de cette façon-là. Je rappelle que les personnes abonnées ont accès à mes analyses que j'ai faites en mars 2025. Les nouvelles sortent à la fin du mois de septembre. Donc, à la fin du mois de septembre, j'ai envoyé mes analyses de septembre 2025 et mon fichier ajusté. J'ai simplifié mon fichier pour que ce soit un petit peu plus facile à utiliser. Et il y a un guide également pour savoir quoi rentrer dans chacune des colonnes et comment le faire. Donc, cette semaine, le livre de Nelson Nash, Becoming Your Own Banker, on est un peu dans le sens, après la publication de l'épisode 68 sur le livre de Pamela Yellen sur le Bank on Yourself Revolution, j'avais été un peu shaké sur la pertinence du produit. C'est pas une recommandation, là, mais je critiquais le ton vendeur de char un peu dans le livre. Simon-Pierre Gingras, que je fais des épisodes bonus avec lui, m'a écrit pour me dire, vous le savez, là, qui est conseiller Infinite Banking de l'école Nelson Nash, et que le livre de ce dernier était beaucoup plus sobre et moins vendeur, en plus d'être vraiment le livre à l'origine du mouvement d'Infinite Banking sur lequel repose le livre là, que je vous ai présenté de Pamela Yellen à l'épisode 68. Bref, j'ai décidé de lire le livre. Je dirais plutôt que je l'ai survolé parce qu'il y avait beaucoup de choses que je trouvais similaires à l'épisode 68 pour vous le résumer. Vous allez voir dans la conclusion à la fin, j'ai peut-être fait l'erreur de le survoler. J'ai eu une petite conversation, plutôt un échange avec Simon-Pierre bref, je vais vous en parler à la fin. C'est peut-être un livre qu'il faut prendre plus le temps de lire comme il faut là, pour bien saisir l'aspect philosophique plutôt que produit dans ce livre-là. En gros, le livre propose justement plusieurs idées philosophiques qui sont centrées autour de l'utilisation de l'assurance vie permanente comme outil pour créer votre propre système bancaire. Dans cet épisode-là, on va examiner les principes fondamentaux que j'ai trouvés dans le livre. Il convient de noter là, que ce livre-là est rempli d'exemples et de polices d'assurance permanente. Là. Ces exemples-là sont difficiles à résumer dans un épisode de podcast et selon moi non nécessaires là, à la compréhension du concept. J'en avais déjà fait beaucoup là, d'exemples avec des calculs, des comparatifs à l'épisode 68 avec justement le dossier, le document que mon ami avait reçu lors d'une soumission pour ce type de produit-là. J'en ai pas fait avec... je pense que j'en ai refait avec les produits de ma plus vieille, en tout cas. Donc, si vous voulez des exemples plus concrets, allez à l'épisode 68. J'ai pas repris là, tous ces exemples-là dans l'épisode d'aujourd'hui pour éviter d'être trop répétitif. Donc, premier élément de synthèse, c'est Infinite Banking, point d'interrogation. C'est quoi tout ça? Donc, les 6 premiers chapitres, 1 à 6, résument les principaux... résument c'est quoi un peu l'Infinite Banking. J'ai repris les éléments de ces chapitres-là ici pour vous résumer un peu à quoi ça peut ressembler, mais c'est pas tout, là. Si vous voulez plus de détails, il faut lire le livre. Donc, dans le chapitre 2, on nous explique comment le concept d'Infinite Banking a commencé. Donc, Nelson Nash, avant, travaillait en foresterie, puis il dit que la foresterie est similaire à l'investissement. Il faut beaucoup de temps avant de voir les résultats. Donc, tu dois avoir un horizon temporel qui est long. Et Nash, c'était un grand investisseur immobilier, puis il adorait les livres sur l'investissement immobilier. Ces livres-là lui ont appris que le point central de l'investissement immobilier, c'était l'effet de levier. Ça semblait merveilleux. Il suffit d'acheter une propriété avec de l'argent emprunté et de la vendre lorsqu'elle prend de la valeur. Lorsqu'elle prend de la valeur. Mais qu'est-ce qui se passe quand ça va dans l'autre sens? Donc, Nash a suivi ces livres-là puis est devenu très endetté dans l'immobilier. Tout allait bien pendant longtemps, jusqu'aux années 1980, lorsque les taux d'intérêt ont grimpé puis que ses paiements ont explosé. À peu près, à la même époque, sa maison a été volée, son frère est décédé d'une crise cardiaque et sa petite fille de 5 ans a été diagnostiquée avec un cancer.
Donc, Nash avait une dette de 500 000 avec un paiement mensuel élevé et priait littéralement là, pour trouver une solution. La réponse qu'il a reçue, c'était qu'il pouvait emprunter de l'argent sur ses polices d'assurance-vie à un coût beaucoup plus bas que ce que lui coûtaient les prêts bancaires qu'il avait contractés. La seule chose qui le limitait, c'était le montant d'argent qu'il mettait lui-même dans ses polices d'assurance-vie. Bon, j'ai ensuite survolé là, les chapitres 3 et 4. J'ai pas retenu nécessairement là, des éléments essentiels à vous synthétiser aujourd'hui, mais dans le chapitre 5, on parlait du problème. Donc, dans ce chapitre-là, l'auteur, Nelson Nash, analyse un scénario qui concerne une famille là, qu'il appelle All-American, donc la famille typique américaine. Un jeune homme de 29 ans qui gagne 28 500 par année après impôt. Bien sûr, ça, c'était à l'époque. Là. Le salaire devait être raisonnable, mais on s'entend qu'en 2025, là, 28 500, c'est pas le salaire médian. Donc, l'auteur disait d'être généreux, puis on va dire qu'il économisait 10 de son argent dans son salaire. Le problème, c'est que tout est presque financé par des banques autour de ça. Donc, sa voiture, par exemple, est financée à un taux d'intérêt de 8,5 Donc, 21 de chaque dollar dépensé pour cette voiture-là était consacré aux intérêts du prêt. Donc, c'est pas réellement un prêt à 8,5 l'auteur dit. Sur la totalité du prêt, ça revient à 21 d'intérêts qu'on redonne à la banque. Donc, le volume des intérêts payés est plus important que le taux d'intérêt annuel qu'on a. Maintenant, c'est la même chose pour le logement. Si vous faites calcul à un taux d'intérêt de 7 86 des paiements dans les 5 premières années vont être destinés aux intérêts. Je n'ai pas vérifié ce calcul-là, c'est ce que l'auteur dit. Donc, on va finir par payer des intérêts sur notre bateau, notre carte de crédit, les biens immobiliers, nos voitures. Donc, si on additionne tout ça, il dit que pour une famille moyenne, 34,5 de tous les revenus typiques sont destinés au paiement d'intérêts aux banques. Donc, en moyenne, une famille, 34-35 de tout ce que vous gagnez vont retourner vers les banques. L'auteur dit donc, si vous économisez 10 de votre argent, mais que vous dépensez près de 35 en intérêts, c'est un ratio 1 sur 3,45. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui se concentrent sur l'obtention d'un taux de rendement élevé sur leur petit 10 d'épargne, plutôt que de remettre les 34-35 là, dans leur poche au lieu de le payer à la banque. Le problème, c'est donc que notre attention n'est pas au bon endroit, selon l'auteur. Et ça nous amène au chapitre 6, créer une banque. Donc, il dit qu'on finance tout ce qu'on achète, soit on paye des intérêts à quelqu'un d'autre, soit on renonce aux intérêts qu'on aurait pu gagner en investissant. On appelle ça le coût d'opportunité. Donc, il dit que tout capital a un coût, qu'il soit emprunté ou non. Lorsqu'on achète un contrat d'assurance-vie, on est propriétaire du contrat. Ce n'est pas la compagnie d'assurance-vie. Les compagnies d'assurance-vie vont investir leur argent de manière prudente dans des obligations, des hypothèques, etc. Cependant, en tant que propriétaire de la police, vous avez la priorité sur tous les investissements que la compagnie d'assurance-vie va réaliser. La suite de la lecture est un peu compliquée, là, mais en gros, il dit, c'est un petit peu comme on avait dit à l'épisode 68, que le fait d'investir dans une assurance-vie permanente qui utilise le modèle d'Infinite Banking permet de diminuer les intérêts payés lorsqu'on va emprunter à notre police au lieu d'emprunter à une banque. Et un des éléments importants qu'on avait vu, c'est que lorsque tu t'empruntes ton argent, elle continue de fructifier parce qu'elle est encore à l'intérieur de la police. C'était un petit tour d'horizon dans ce premier élément de synthèse-là sur c'est quoi l'Infinite Banking, mais je vous invite bien sûr à écouter l'épisode 68 et à écouter les nombreuses discussions là, que j'ai eues avec Simon-Pierre Gingras sur le podcast. Donc, on a dû déjà se jaser là, 2-3 fois là, au moins sur le podcast depuis qu'il existe, sur l'Infinite Banking. Donc, j'invite à aller écouter cet épisode-là. Simon-Pierre parle bien sûr beaucoup mieux que moi de l'Infinite Banking. Deuxième élément de synthèse, c'est quel type d'assurance utiliser. Donc, les chapitres 7 à 12 parlent du type de produit à utiliser. Dans le chapitre 7, on parle plutôt des problèmes humains et de la loi de Parkinson. Donc, la loi de Parkinson, c'est la suivante. Le travail s'étend pour remplir le temps imparti. Donc, le temps que vous prenez pour accomplir une tâche va s'allonger pour prendre le temps que vous avez disponible. Donc, si vous avez une tâche qui est supposée prendre 5 heures, mais on vous donne 8 heures pour la faire, la plupart des gens vont prendre 8 heures pour la faire. Parkinson a également noté « Un luxe, une fois apprécié, devient une nécessité ». Donc, une fois qu'on s'habitue au luxe, ce n'est plus un besoin, ça devient... En fait, ce n'est plus un désir, ça devient un besoin. On en a besoin. C'est une belle phrase. Et aussi, Parkinson a dit « Les dépenses augmentent pour égaler les revenus ».
Donc, on doit surmonter cette tendance-là au quotidien d'augmenter nos dépenses quand on gagne plus d'argent. Sinon, on devient des esclaves du système. Donc, vous voyez qu'avant même de parler du type de produit, ben, Nelson Nash est derrière une philosophie derrière de dire, ben, t'as beau avoir un bon produit, si tu n'améliores pas quand même tes habitudes financières, ben, tu vas pas plus t'en sortir. J'ai survolé les chapitres 8 et 9, et dans le chapitre 10, quand on parle du syndrome de l'arrivée, on disait que le travail le plus difficile pour ceux qui apprennent à créer leur propre système bancaire, c'est d'être capable d'ouvrir leur propre esprit. Donc, c'est un défi pour moi, là. C'était un défi pour moi lors de ma première lecture, même si j'ai tenté d'avoir un esprit ouvert. Toujours de la misère avec les produits qu'on dit un peu, ben en fait, on dit même pas que ce produit-là est miraculeux, mais on dit qu'il peut faire mieux que la bourse. J'étais, en fait, je pensais pas que ça pouvait être vrai. J'ai pas les bons mots, vous voyez, là, mais bref. Donc, il dit que c'est difficile d'ouvrir notre esprit à ce que ça peut vraiment faire ce type d'assurance-là, ce type de produit-là et ce type de philosophie-là lorsqu'on veut protéger son patrimoine pour être antifragile, un peu comme disait Simon Pierre, lorsqu'il arrive des événements malheureux dans notre vie, mais on est quand même capable de s'en sortir et de faire travailler notre argent en même temps. En gros, le chapitre 11 dit qu'on est mieux d'utiliser les intérêts plutôt que les pertes. Donc, lorsqu'on élimine le paiement d'intérêts à des banques ou à autrui et que vous payez ces intérêts à vous-même, ben, votre situation va naturellement s'améliorer parce que l'argent revient vers vous. Et enfin, le chapitre 12 parle de créer l'entité là, du type de produit, puis on veut avoir une assurance vie permanente. Donc, on veut un délai de paiement des primes qui va nous permettre de mettre de l'argent sur une longue période de temps afin d'utiliser la police comme une banque, notre propre banque. Donc, la meilleure police pour ça, selon l'auteur, c'est une police d'assurance vie permanente, vie entière, qui pourrait être payée à 65 ans. Par contre, j'ai parlé à Simon Pierre, pourquoi lui ne propose pas ces produits. Il dit d'abord, ça n'existe pas au Canada, des produits 65 ans, et lui préfère qu'on puisse payer jusqu'à 100 ans parce qu'il dit, exemple, rendu à 65 ans, tu vas mettre 2500 dans ta prime avec les PUA, là, bref, les primes supplémentaires que tu payes pour faire fructifier l'argent, et tu vas recevoir à peu près 40 000 en retour en valeur. Donc, en debt benefits, là, valeur à la mort. Là. J'ai pas les bons mots ce matin, mais bref, c'est pour ça que lui préfère mettre la police sur le plus long terme possible. Comme on avait vu à l'épisode 68, on veut des PUA, là, des Paid Up Additions, donc des additions payées supplémentaires sur la prime pour faire grossir davantage les dividendes qu'on reçoit parce que la police va verser des dividendes et l'avenant de la police va verser des dividendes. Donc, en faisant ça, on va surfinancer la police, donc on va payer plus que la prime demandée. Et la plupart des polices d'assurance vont être créées pour acheter le plus d'assurance possible. Ce qui fait ce produit-là, c'est qu'il va avoir le moins d'assurance possible et le plus de valeur de rachat possible. Donc, voir avec un spécialiste du produit, là, moi, je rapporte les propos de l'auteur ici, mais c'est vraiment comment on va jouer avec le produit pour optimiser les valeurs de rachat et diminuer le produit d'assurance. Et la valeur du debt benefit va se construire à travers les années et non au départ. Et oui, une publicité dans mon propre podcast. Après avoir aidé plus de 50 personnes à prendre en main leurs finances et leurs investissements dans la dernière année et demie, je suis enfin en confiance de publiciser mes services d'accompagnement. Selon vos besoins, ces services-là peuvent aller d'une seule rencontre de 60 minutes jusqu'à plusieurs rencontres avec des suivis. Donc, que ce soit pour planifier votre stratégie d'investissement, choisir vos FNB, savoir si le CELI ou le REER c'est plus intéressant dans votre cas, ouvrir votre compte de courtage et apprendre à bien l'utiliser ou toute autre question ou besoin par rapport à vos finances, n'hésitez pas à m'écrire sur Gmail ou sur le groupe Facebook du podcast pour avoir les informations sur les forfaits disponibles. Donc, au plaisir de vous rencontrer et de jaser de finances. Comme vous le savez, j'utilise l'infolette d'InfoBref depuis près de 2 ans, mais je suis aussi un maniaque des podcasts. Donc, je vais vous dire que je n'étais pas malheureux de découvrir le balado d'InfoBref qui résume chaque matin, en format audio, l'essentiel des nouvelles en 5 minutes. Pour moi, c'est l'idéal afin d'être au fait de l'actualité pendant que je fais mon jogging matinal ou que je fais la vaisselle le soir. Donc, faites comme moi et abonnez-vous au balado d'InfoBref en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. C'est gratuit. Troisième élément de synthèse, c'est construire sa banque. Donc, il y avait 2 chapitres pour cette troisième partie-là du livre. Le chapitre 13 parlait de comment commencer à construire notre système bancaire. Il y a différentes méthodes pour financer l'achat d'une voiture. Donc, l'auteur donne des exemples pour, comme si on achetait une voiture tous les 4 ans pendant 44 ans, donc 11 voitures.
Vous allez voir, les prix n'ont pas rapport, là. Ça pourrait être le prix pour 3 voitures au lieu de 11 dans les prix qu'ils donnent, mais je garde quand même les mêmes prix pour comprendre le principe. Vous comprendrez que les voitures étaient moins chères quand le livre a été écrit il y a des dizaines et des dizaines d'années. Donc, la première option pour financer l'achat d'une voiture, ça peut être de la louer. Puis l'auteur dit que c'est la pire option. La deuxième option, c'est de le financer avec une banque et ça va nous coûter 175 000 sur les 44 ans. Sinon, on pourrait payer en espèces. Donc, le coût total serait plutôt que d'être 175 000, ça serait 116 000 Il n'y a pas beaucoup de différence, l'auteur dit, entre ces trois premières approches-là. Ça nous coûte cher. La quatrième méthode utilise l'infinite banking et l'assurance vie permanente avec participation. Donc, ce que l'auteur dit, c'est d'épargner de l'argent dans la police d'assurance et on va emprunter ensuite sur la police, puis rembourser au taux d'intérêt qui nous aurait été facturé par la banque. Donc, tu t'empruntes à toi-même sur ta police et tu te dis, ben si j'avais emprunté avec la banque, ça m'aurait coûté, exemple, 250 par mois, ben tu rembourses ta police au même rythme avec le 250 par mois. Donc, en utilisant cette méthode-là, vous auriez plus de 800 000 de valeur dans votre police d'assurance vie dans 44 ans et tu aurais également pu retirer 650 000 pour la retraite et avoir un capital d'essai de 1,4 million à peu près. Donc, juste en changeant l'ordre d'opération des choses, au lieu d'acheter la voiture, ben, on met l'argent avant dans une assurance vie permanente et après, on s'emprunte à nous-mêmes. Bien sûr, ça va prendre un petit bout au départ pour construire, on va dire, ces fondations-là pour que tu aies assez d'argent que tu puisses sortir avec ta valeur de rachat pour t'acheter la voiture et te rembourser à toi-même après pendant que ton argent continue à fructifier. Donc, tu ne pourras pas dans un an te sortir 40 000 pour acheter ta voiture. Il va falloir que tu construises ce coussin-là, ces fondations-là, pendant plusieurs années au préalable. Chapitre 14, il dit d'étendre le système plus loin que la voiture. Donc, il dit que tout votre argent devrait finir, en fait, va finir par passer par une banque dans votre vie. Donc, c'est pourquoi vos primes d'assurance vie devraient correspondre à vos revenus. Donc, en gros, l'auteur dit qu'on devrait tout mettre, notre épargne, tout ce qu'on réussit à dégager de côté, dans un produit d'assurance vie. Ça peut sembler fou, dit l'auteur, mais il dit que vous avez examiné le financement d'une voiture et si vous financiez votre deuxième voiture de la famille avec ça, si vous vous auto-assuriez pour l'assurance tout risque collision de vos voitures, pourquoi pas financer votre propre hypothèque aussi. Donc, en gros, pour lui, l'argent va passer au complet en premier dans le produit d'assurance vie, puis ensuite, vous allez la ressortir selon vos besoins. Ici, je me suis mis un petit commentaire, je ne suis pas 100% d'accord. Je sais que j'ai eu des discussions avec Simon Pierre, il privilégie cette approche-là. Moi, j'ai une autre approche différente, puis c'est bien correct, là. L'objectif d'avoir ces discussions-là, c'est pas qu'on pense tout de la même façon. Mais on a vu quand même qu'il y a un 1-2% de frais d'intérêt avec ce genre de produit-là quand tu retires l'argent. C'est plus que 2%, là, mais je vous parle de la différence entre ce que le dividende génère. Donc, exemple, ton argent dans ta police va générer un dividende de 5%, tu empruntes à 7%, il y a un 2% de différence. Même si ton argent continue à travailler, tu dois rembourser ce prêt-là, mais tu devrais quand même rembourser ce prêt-là à une banque, là. Donc, ça, je comprends que c'est pas tellement différent. Mais j'ai aussi compris dans mes discussions avec Simon Pierre que ça permettait exemple, tu pourrais sortir ton argent de ton assurance vie pour placer dans le REER des enfants, pour faire des rénovations. Donc, c'est vraiment comme si tu t'empruntais à toi-même, comme si tu avais une boîte à souliers en dessous de ton lit que tu accumulais l'argent. C'est juste que là, ce produit-là d'assurance vie permet de mieux accumuler de l'argent, de la faire fructifier et en plus d'avoir une prime au décès, ce que ta boîte à souliers ne permettrait pas en dessous de ton lit si c'était ta propre banque. Donc, les chapitres 15 à 23 abordent différents éléments, notamment le chapitre 16 parle de capitalisation puis de mise en œuvre. Donc, il dit que c'est comme un programme de conditionnement physique. Vous devez suivre ce programme-là. Tardez pas à commencer votre propre système bancaire. Plus vous allez attendre avant de le faire, plus vous allez perdre des bénéfices potentiels. Bien sûr, ici, je rapporte les propos de l'auteur. Chapitre 17, il parle du piège de la retraite. Donc, il dit que la sécurité sociale, là, si vous fiez juste sur les rentes gouvernementales, vous n'allez pas avoir une retraite très dorée, là. Puis ça, je suis bien d'accord avec lui, même au Canada. Et là, ici, on tombe un petit peu dans... Vous allez voir, là, je vous lis ce que je retiens, puis je vais me positionner après, mais il dit que tous les programmes qui sont parrainés par le gouvernement vont accomplir toujours le contraire de ce qu'ils sont censés faire. La chose la plus dangereuse, selon l'auteur, qu'on puisse faire, c'est de mettre de l'argent dans un programme qui est parrainé par le gouvernement. Il dit que le socialisme et les programmes basés sur des principes socialistes comme ceux-ci, comme tout ce qui est rente gouvernementale, programme fiscalement avantageux gouvernemental, ben ça ne fonctionne pas. Il dit que ça va s'effondrer. Bon.
Ici, je nuance, là, encore un peu de peur, comme dans l'épisode 68 avec Pamela Yellen, là, pour vendre tout ce que vous avez puis tout mettre ça dans des produits d'assurance, je trouve. Moi, les produits comme CELI, REER, ben je crois à ça. Donc, J'investis de l'argent dans ces produits-là, assurément. J'ai également de l'argent dans l'Infinite Banking avec mes filles pour protéger leur assurabilité et profiter de ce système-là quand elles vont être rendues à 18, 20, 25 ans pour démarrer une entreprise, s'acheter une première maison, elles vont avoir accès à cette liquidité-là. Mais pour moi, je ne suis pas prêt à mettre tout mon argent dans ce seul produit-là. En tout cas, pas pour l'instant, et je ne crois pas que ça va être le cas un jour. Je continue de m'éduquer, je continue d'avoir des discussions là-dessus, mais pour l'instant, je n'irai pas à l'extrême comme l'auteur. Chapitre 20, on parle de répartition équitable de l'âge. Donc, il dit que dans le domaine forestier, la meilleure méthode, ça consiste à avoir une répartition uniforme de l'âge des arbres en plantant des arbres chaque année et en faisant tourner là, les terres où qu'on va bûcher. Ça fonctionne bien, mais ça prend quand même 40 ans de plantation à chaque année pour être réalisé. Il dit qu'on peut faire ça avec le système bancaire en mettant justement des polices d'assurance sur les enfants et les petits-enfants. Lorsque la génération plus âgée va décéder, ben, les prestations de décès vont aller aux bénéficiaires. Et ça va créer plus de polices qui sont utilisées pour financer des achats comme les voitures, l'hypothèque, etc. Ça va offrir des avantages significatifs comme des économies d'impôts, des prestations de décès, pas besoin de sécurité sociale et la planification successorale, selon l'auteur, va être simplifiée. En plus de ça, la mentalité bancaire va être transmise à la génération suivante. Donc, pour lui, lorsque vous allez créer votre propre banque, c'est important d'éduquer vos enfants, de mettre en place ce système-là pour eux et de leur apprendre à bien l'utiliser. Chapitre 21, considérer la valeur monétaire d'un diplôme universitaire. Donc, il dit que les diplômes universitaires sont surestimés en termes de valeur. Les gens se tournent vers l'enseignement parce qu'ils étaient des professionnels sans succès. Donc, ici, j'ai mis une petite parenthèse. Vous comprendrez que je suis un enseignant. Je ne suis pas, je ne suis pas d'accord avec lui. Je pense pas qu'on va enseigner parce qu'on n'est pas bon dans quelque chose. Je pense que c'est un métier de passion. Je suis passionné par l'enseignement. J'adore enseigner. J'y pense le soir. Donc, c'est vraiment le genre de commentaire, pour moi, qui montre encore une fois, comme dans l'épisode 68, qu'on est dans un extrême. Et je déteste les extrêmes dans toutes les facettes de ma vie. Je vais en parler dans la conclusion, là, mais encore une fois ici, les diplômes universitaires sont surestimés. Ceux qui enseignent, c'est parce qu'ils sont pas bons dans d'autres choses. On voit encore, je trouve, la philosophie derrière ces auteurs-là, comme dans l'épisode 68. Tous les autres sont mauvais. Venez me voir, j'ai la vérité absolue. Aucune zone grise, c'est noir ou blanc. Bref, je continue. Il dit que les coûts continuent d'augmenter pour les études. Financer un système bancaire au lieu de fréquenter l'université, pour lui, ça peut être une option plus intelligente et offrir plus d'avantages monétaires. Je nuance. Investir, je nuance encore une fois. Investir pour moi dans sa valeur, c'est important. Mais je réitère ce que j'ai déjà dit dans plusieurs épisodes. Faire 4 bacs, c'est pas rentable financièrement. Donc là, je le rejoins à un certain point. Mais il n'y a pas juste l'argent non plus. Donc, c'est un petit peu ça. Encore une fois, je remets en doute le ton du livre, mais oui, les études universitaires peuvent être bien, mais il faut que vous ayez un objectif derrière qui est pas seulement financier, mais au moins un objectif derrière, là, que ce soit quelque chose qui vous passionne ou peu importe. Dernier élément de synthèse, autre point à considérer. L'auteur dit qu'il y a deux façons de gagner de l'argent. Travailler ou faire travailler votre argent. Si vous mettez tout l'argent que vous gagnez dans la banque de quelqu'un d'autre, ben, il obtient tout votre argent et les avantages de votre capital. Il dit que l'immobilier, c'est un actif qui est gelé. Les actions sont réservées à ceux qui sont prêts à consacrer du temps pour prendre des décisions intelligentes. Donc ça, j'ai mis faux, là. Je ne suis pas d'accord. On peut juste avoir un FNB indiciel. Et vous financez tout ce que vous achetez. Soit vous payez les intérêts à quelqu'un d'autre, soit vous renoncez aux intérêts que vous pourriez gagner en n'investissant pas cet argent-là parce que vous l'économisez pour acheter quelque chose. Exemple, vous voulez acheter votre voiture cash pour être sûr de ne pas donner les intérêts à la banque, bien, tout le temps que vous économisez votre argent en cash, vous renoncez au travail qu'il aurait pu faire cet argent-là. Et s'il y a bien un côté que j'apprécie dans le produit d'Infinite Banking, c'est que quand tu vas t'emprunter ton argent à toi-même, exemple, tu as besoin de 40 000 pour ta voiture, tu sais que ça va te prendre 2 ans à accumuler ça, mais 3 ans, mettons, à accumuler de l'argent pour ta voiture. Bien, au lieu d'attendre 3 ans puis mettre l'argent en sécurité pour être sûr qu'il n'y ait pas de volatilité, bien, tu peux déjà commencer à la mettre dans ton produit d'assurance vie. Donc, tu fais travailler ton argent et quand tu en as besoin, tu empruntes à toi-même, mais ton argent demeure dans le produit
continue à travailler. Donc, pour ça, de mon point de vue, le produit est intéressant. Donc, en conclusion, on dit que l'école ne sert à rien, que les enseignants, c'est des ratés, que le gouvernement veut nous manipuler, que les banques nous volent, que les actions sont seulement pour les érudits, puis que l'immobilier, c'est pas un bon endroit pour investir. Je dois donc avouer que j'ai finalement pas plus vraiment aimé le ton de ce livre-là, qui était pour moi, en plus, moins concret quand même que celui dans l'épisode 68. On tournait beaucoup autour du pot avec des métaphores sans expliquer concrètement le fonctionnement de la méthode. Ça n'enlève rien au concept qui peut être très intéressant dans certaines situations. Je l'utilise personnellement avec ma plus vieille et ma plus jeune, ça va être l'année prochaine, l'été prochain. Je vous suggère donc le livre peut être intéressant pour connaître le produit, réfléchir comment ça peut vous aider, comme l'épisode 68. Mais par contre, l'épisode 68 est un peu plus concret, là, avec les étapes précises pour le faire. Par contre, gardez un esprit critique. Vous pouvez mettre tous vos œufs dans ce panier-là si vous trouvez que c'est la meilleure façon de faire, mais il faut comprendre qu'il y a un certain ton de vendeur là, dans ces deux livres-là. J'ai posé 2 questions à Simon-Pierre jeudi passé. Après, en fait, quand j'ai lu le livre, j'ai dit que j'allais faire la synthèse. Il m'a répondu, en gros, là, faut pas voir l'infinite banking comme un produit d'investissement, mais plutôt comme un lifestyle, là, un processus, une antifragilité, une façon de financer ses propres choses. Comme j'ai dit tantôt, il dit qu'en gros, c'est tout simplement le meilleur produit pour faire ça, pour devenir notre propre banque. En mettant de l'argent, on pourrait le faire, comme j'ai dit tantôt, en le mettant dans un tiroir ou peu importe, mais le produit d'infinite banking, d'assurance vie permanente avec participation, permet de le faire beaucoup mieux que d'autres produits. Je termine avec une petite citation que Simon-Pierre m'a demandé de dire. Il m'a dit « Si tu veux me faire plaisir, dis à tes auditeurs que ce livre-là mérite d'être lu plus qu'une fois pour être bien compris. » Et je le dis parce que Simon sait bien que moi, je ne peux pas le lire plus qu'une fois avec le podcast, le nombre de livres que je dois lire pour le podcast. Donc, c'est sûr que j'ai pas vu toutes les nuances, là. C'est un livre, je pense, qui est plus philosophique que technique, comparativement au livre 68, qui était plus technique que philosophique. Livre 68, le livre à l'épisode 68, je veux dire, là, celui de Pamela Yellen. Donc, c'est sûr que quand je lis un livre, puis que je le survole des fois certains chapitres parce que ça répète des choses que j'ai déjà vues, c'est sûr que je ne vais pas chercher toutes les nuances dans ces livres-là. Puis je suis très d'accord avec Simon-Pierre puis d'autres personnes qui me disent « T'es bien mieux de lire un bon livre 40 fois que de lire 40 livres corrects. » t'sais. Ça, je suis d'accord. Jusque-là, je me suis engagé avec le podcast à faire des synthèses de livres, donc je dois en lire plusieurs. Quand je vais arrêter un jour, je vais cibler les 5 qui m'ont le plus marqué, puis je vais les relire chaque année, assurément. Mais bon, je vais quand même vous dire ce que Simon-Pierre me dit, qu'il faut lire ce livre-là plus qu'une fois pour voir toutes les nuances. Donc, au-delà de ce qui est écrit, il faut voir est-ce que vous êtes en accord ou non avec la philosophie derrière le produit. À vous de voir si ça vous convient. Donc, le key point, qu'est-ce que je retiens? Pour moi, l'infinite banking demeure, encore une fois, un produit alternatif à considérer, de mon point de vue, une fois que le RE et le CELI sont pleins ou en voie d'être pleins. Ou bien, vous pouvez voir comme les auteurs des livres et Simon-Pierre, que le produit peut permettre de construire une base là, antifragile pour ensuite investir à l'aide de votre banque. À vous de voir où vous vous positionnez dans tout ça. Moi, je vous rapporte différentes informations, je donne ma position, mais après ça, vous faites vos propres choix. La semaine prochaine, un sujet de discussion, est-ce qu'on est mieux d'acheter ou de louer pour se loger? Donc, j'arrive avec des statistiques intéressantes que j'ai écoutées sur un autre podcast. Et ce jeudi, il n'y a pas d'action parce que c'est l'épisode des abonnés. Donc, je réponds à 5 questions. Celle de Vincent, est-ce qu'on est mieux avec des FNB ou des billets structurés? La question de Kim, comment organiser mes virements automatiques? La question d'achat, pourquoi j'ai exécuté pour mes RE et pas exécuté dans ton REER? Donc, il me pose des questions sur mon allocation d'actifs. Je lui réponds jeudi. Stéphane, comment gérer ses FNB quand on approche de la retraite? Et enfin, Mario, devrais-je investir dans le Bitcoin? Donc, bonne fin de journée tout le monde. On se revoit jeudi ou mardi prochain. Ciao, ciao. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce,
Merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.